Bonjour, donc cette année c'est une année particulière puisque c'était le 30e congrès de l'ASBMR et il y a d'abord un certain nombre de choses générales que je souhaiterais dire. Il y a de l'ostéoporose pour l'ASBMR, mais il n'y a pas que de l'ostéoporose. On avait déjà vu ça les années précédentes et c'est un phénomène qui s'amplifie avec des communications, des symposiums sur des maladies rares comme l'ostéogenèse imparfaite, comme la dysplasie fibreuse, comme l'hypophosphatasie, comme le rachitisme vitaminorésistant et toutes ces maladies peuvent donner lieu à des débouchés d'un point de vue thérapeutique. Le deuxième élément également, c'est que l'os se conçoit, et ça c'est un phénomène qui date d'il y a déjà quelques années mais qui s'amplifie au fil du temps, comme étant un espèce de régulateur au niveau des métabolismes en général, avec de nombreuses interactions, notamment en ce qui concerne la régulation de l'appétit, mais également il y a une session complète qui a été consacrée à l'adiposité médulaire, et on se doute bien que cette adiposité médulaire qui baigne le tissu osseux va entraîner un certain nombre d'informations dans les deux sens, et ceci donne lieu à des perspectives extrêmement intéressantes, d'abord d'un point de vue physiopathologique, mais vraisemblablement demain en ce qui concerne des perspectives thérapeutiques. Alors d'un point de vue plus concret, je souhaiterais simplement sélectionner quelques points qui m'ont marqué. Il y a eu beaucoup de données, encore une fois, qui ont été présentées, notamment sur le plan de l'épidémiologie, avec des données nord-américaines extrêmement intéressantes qui montrent que la tendance qu'on observe depuis déjà à peu près une dizaine d'années de diminution de l'incidence des fractures de hanche, eh bien, semble se stopper. Pourquoi ça? Alors il y a peut-être un parallèle avec le fait qu'il y a de moins en moins de densitométrie osseuse de prescrite, de moins en moins de diagnostics d'ostéoporose et donc de moins en moins de traitements prescrits. Ceci joue certainement un rôle, c'est vraisemblablement plus compliqué, donc il faudra voir si cette tendance s'observe également dans d'autres pays et notamment en Europe. En termes de prise en charge globale, on va revenir ici quelques instants sur la thérapeutique, je voudrais insister sur les services de liaison fracturaire, les filières fractures. C'est quelque chose qui se développe depuis déjà quelques années, pour lequel l'IOF joue un rôle extrêmement important. Et il y a eu à nouveau des communications qui montrent que ce type de prise en charge, par rapport à une prise en charge habituelle, permet de singulièrement diminuer le risque fracturaire. Et donc il faut encourager tous les praticiens à mettre en œuvre ce type de structure. Beaucoup de données également en ce qui concerne l'évaluation du risque fracturaire avec un outil qu'on connaît bien qui est le microscanner, le ScanCo, à la fois au niveau du tibia et à la fois au niveau du radius, et des données extrêmement intéressantes présentées conjointement par Roland Chapurla et le groupe d'Igo Siman concernant une cohorte lyonnaise bien connue qui s'appelle la cohorte Ophélie et qui s'est intéressée à un concept actuellement dans l'air du temps qui est le concept imminent de fracture. Et donc le but était de savoir dans quelle mesure cet outil était susceptible de dépister cette catégorie de patients qui vont se fracturer dans les 2 ans, et bien à l'aide d'un paramètre composite qui caractérise l'os cortical mais également l'os trabéculaire, ils ont montré que ce paramètre était très prédictif, plus que tous les autres paramètres, la densité osseuse, plus que le FRAX, en ce qui concerne ce risque de fracture imminent. Alors bien évidemment, la SBMR, c'est également beaucoup de données d'un point de vue thérapeutique. D'une part avec des molécules qu'on connaît depuis longtemps, à savoir les bisphosphonates, mais il y a eu un très beau travail suédois sur une très large cohorte qui a permis de confirmer en vraie vie l'efficacité de l'alendronate avec une diminution d'environ 30% du risque de fracture chez des sujets qui avaient déjà un antécédent fracturaire. Et puis également une autre étude menée à partir d'une grosse cohorte canadienne, qui est la cohorte CAMOS, concernant le rôle des bisphosphonates en tant que possible agent susceptible de diminuer la mortalité. Donc ceci avait déjà été démontré dans une cohorte australienne. Et en fait, c'est le même auteur qui s'en est occupé, à savoir Madame Liuc, et les conclusions sont assez identiques. Alors les mécanismes ne sont pas très connus, mais il y avait déjà eu également un autre travail avec l'acide zoledronique, cette fois-ci randomisé, qui était arrivé à la conclusion qu'il y avait une diminution dans le groupe traité du taux de décès d'environ 30%. Donc ça c'est un point important parce que on voit toujours, du moins à travers la presse et le grand public, les bisphosphonates par le biais des événements indésirables, donc d'insister quand même sur des événements très positifs, au-delà de leur efficacité démontrée quant à la prévention du risque fracturaire. Des données également sur le danacatib en termes d'efficacité, données extrêmement convaincantes à 5 ans, mais malheureusement il n'y aura pas de suite puisque ceci a été annoncé compte tenu d'un rapport bénéfice-risque défavorable avec notamment des événements cardiovasculaires et particulièrement des AVC, donc je ne vais pas tellement insister là-dessus. Des données concernant le denosumab, à la fois des données histologiques, des données histomorphométriques extrêmement intéressantes, à la fois sur une période de 10 ans et également ce qu'il se passe à l'arrêt du traitement, mais aussi, et peut-être surtout, des données cliniques. En effet, de par son mécanisme d'action, le denosumab n'a pas par définition de rétention intraosseuse et donc la question est posée de savoir si lorsqu'on l'arrête, eh bien, il y a une recrudescence des fractures.
Donc il y a un travail extrêmement intéressant qui a été présenté par Jack Brown et qui montre que globalement, quand on interrompt le traitement, on retombe au niveau de risque du groupe placebo. Pour autant, les patientes qui ont reçu au moins 2 injections et pour lesquelles il y a un suivi d'au moins 7 mois, il y a un discret, quand même sur-risque de fracture vertébrale, particulièrement chez celles qui avaient déjà une fracture de vertèbre. Donc le message est assez simple, soit on doit continuer le traitement et dans ce cas-là il n'y a pas de problème, soit pour différentes raisons, notamment éventuellement de tolérance, on est amené à l'interrompre, on doit obligatoirement prendre un relais par un autre traitement et on a quelques données avec les bisphosphonates et singulièrement l'alendronate. Autre étude extrêmement intéressante, extrêmement attendue, avec un anticorps monoclonal anti-sclérostine, à savoir le romosozumab. C'est une étude de phase 3, randomisée double aveugle contre placebo, avec des données extrêmement convaincantes en ce qui concerne l'efficacité pour la prévention des fractures de vertèbres, mais également pour la prévention des fractures non vertébrales. Même si ce n'était pas significatif d'un point de vue statistique, il y avait une tendance et il y avait à l'évidence une pertinence d'un point de vue clinique. Donc là, on est en attente du résultat d'une autre étude qui sera contre un comparateur actif, qui s'appelle l'étude ARCH, à savoir l'alendronate, mais déjà ces résultats préliminaires sont extrêmement encourageants, avec des gains densitométriques phénoménaux, puisque après 1 an de traitement en lombaire, on a un gain de l'ordre de 13% et 1 an supplémentaire en relais de denosumab permet, après donc 2 ans de traitement uniquement, d'avoir un gain densitométrique de 18%. Je vous rappelle les résultats de l'étude Freedom, 10 ans de denosumab, on arrive à peu près à 21%. Donc on arrive quasiment autant avec cette stratégie après simplement 2 ans de traitement. Alors bien évidemment, la prise en charge de l'ostéoporose, c'est également la notion d'un apport nutritionnel satisfaisant. Et il y a eu un très beau travail qui a été présenté dans une cohorte de femmes ménopausées qui montre que les apports en protéines jouent un rôle extrêmement important, protecteur. Plus les apports sont importants, notamment pour les protéines animales, et plus on est efficace en termes de prévention des fractures, notamment des fractures de hanche.